Je vous présente l'Autel Evo Lite Plus. C'est un drone qui est assez attractif au niveau des caractéristiques techniques. Tout d'abord, au niveau de la forme, on a un drone relativement compact qui se déplie, comme ce qu'on connaît chez les marques concurrentes. Alors, il pèse 835 grammes. Donc, c'est pour moi un défaut par rapport à la réglementation française, puisqu'il va falloir l'équiper d'une balise de signalement électronique à distance, puisqu'il n'est pas équipé de manière native. Et pour le moment, rien n'indique officiellement qu'il le sera équipé de manière interne. Donc, il faut l'équiper d'une balise. Et là, déjà, je trouve que c'est assez contraignant, ne serait-ce que par la forme, parce que c'est à moitié arrondi, et donc c'est pas facile de fixer une balise dessus. Et puis, c'est toujours contraignant, ne serait-ce que par rapport à la manipulation de cette balise. Au niveau des coloris, on a plusieurs choix, mais c'est vrai que le orange se remarque relativement bien lorsqu'il est en l'air. Au niveau des bras, on a un effet carbone, mais c'est juste un effet, c'est juste un covering qui est posé dessus. Pour le reste, c'est quelque chose dont on a l'habitude. On a la détection d'obstacles sur l'avant, sur l'arrière et sur le dessous du drone. Contrairement au R2S, on n'a pas de détection vers le haut, même si sur le R2S, c'est les détecteurs qui sont positionnés à l'avant, mais ils ont quand même un spectre qui regarde un petit peu vers le haut. Donc là, on n'en a pas. On verra justement les différences par rapport au R2S et on va le comparer également au Mavic 3. On a une batterie relativement conséquente qui offre, d'après les caractéristiques techniques, 40 minutes de vol. Dans la pratique, on est plutôt aux alentours de 30-35 minutes de vol, mais ce qui est déjà très agréable à l'usage. On va dire que là, je le compare plus au niveau du Mavic 3. On n'est pas trop gêné justement au niveau de l'autonomie, donc ça c'est vraiment un plus. Sur le côté, on a l'emplacement pour la carte SD qui est bien protégée. On a également un stockage interne de 6 Go. De l'autre côté, on a le port pour le branchement USB-C. Et ensuite, sur le devant, on a cette caméra qui est assez imposante. Donc c'est un capteur 1 pouce qui permet une résolution, alors c'est marqué 6K, mais en fait, c'est pas vraiment de la 6K. On est sur une résolution maximum de 5472 sur 3076. En fait, c'est la même résolution que sur le R2S, mais la différence principale, c'est qu'on a une ouverture variable sur ce Lite Plus. Et ça, c'est très intéressant puisqu'on peut aller donc de f2.8 jusqu'à f11. Donc au niveau de ce capteur, on a une très bonne qualité. Maintenant, il faut faire attention lorsque vous êtes sur un décollage et que vous n'avez pas un landing pad bien plat. Eh bien, comme il est assez imposant, ce capteur, il peut se bloquer ou toucher assez facilement le sol. On a très peu de marge, donc les pieds ne sont pas très hauts. Donc il faudra prendre bien de la marge par rapport au décollage ou à l'atterrissage, surtout lors des phases d'initialisation de la caméra, parce que parfois elle bloque et elle ne veut pas s'initialiser parce qu'elle est coincée, elle est trop près du sol. Pour la radiocommande, on a quelque chose de très ergonomique. Je la trouve même plus agréable à la prise en main qu'une radiocommande DJI. Elle tombe vraiment bien sous la main. On a l'effort au niveau des manches qui est très agréable. Donc c'est des manches qui se retirent, comme la radiocommande du Nano, des séries Nano. Donc ça c'est très bien. En revanche, on n'a rien pour mettre les petits manches qu'on va dévisser. Donc il faudra faire attention de ne pas les perdre. On a le strict minimum, donc la molette pour gérer l'inclinaison de la caméra. Une touche fonction sur laquelle on peut attribuer une action sur un appui et une autre action sur deux appuis. Donc par exemple, sur un appui, on peut orienter la caméra de 90 degrés vers le bas ou à l'horizontale. Et par exemple, si on appuie 2 fois rapidement, personnellement, je l'ai paramétré pour que ça change le mode de vitesse, puisqu'on a 3 modes de vitesse. On a Smooth, Standard et Ludicruz qui correspondent donc au mode sport qu'on pourrait connaître sur d'autres marques. Donc c'est relativement efficace. On a le bouton de déclenchement pour la prise vidéo ou la prise photo. Et ensuite, on a les 3 boutons sur le devant, donc sur le dessus de la radiocommande, pour le retour to home, la mise en route de la radiocommande et le bouton pause. En revanche, au niveau de la position du smartphone, là c'est un peu moins bien je trouve. Personnellement, j'ai mon smartphone qui à chaque fois vient ici se positionner malgré les petites encoches au niveau des boutons qui vient soit jouer sur le volume ou sur le bouton marche. Donc je suis obligé de le mettre en décalé. Au niveau de l'autonomie de la radiocommande, je trouve qu'elle se décharge assez rapidement. Je dirais qu'on a 2 voire 3 batteries maximum. Je n'ai pas voulu aller vraiment au déchargement complet de la radiocommande pour ne pas me pénaliser dans les tests et pour pouvoir faire ce que j'avais à faire. Donc je la rechargeais entre, a priori, je faisais 2 batteries et je la rechargeais à chaque fois parce que j'avais peur de tomber en panne de batterie avec la radiocommande. Donc je dirais qu'il n'y a pas énormément d'autonomie que ça avec cette radiocommande. Alors au niveau des caractéristiques de la caméra, là je parle du Lite Plus, donc c'est la version haut de gamme entre guillemets de cette gamme-là. On a la version Lite standard avec un capteur plus petit, mais je ne l'ai pas testé, donc je vais parler uniquement du Lite Plus. Donc on a un capteur 1 pouce qui filme donc jusqu'à 6K ou l'équivalent, une résolution légèrement inférieure.
et une ouverture variable. On a un capteur 20 mégapixels et pas mal de fonctionnalités. Avec les dernières mises à jour, on a un profil colorimétrique en log, on a du HDR mais qui est disponible que jusqu'en 4K. En revanche, on a un capteur 1 pouce mais il filme qu'en 8 bits, il ne filme pas en 10 bits comme par exemple le Mavic 3. On peut filmer donc en 5,4K jusqu'à 30 images par seconde, on peut également filmer en 25 ou en 24 images secondes. Lorsqu'on diminue la résolution et qu'on passe en 4K par exemple, on va avoir des fréquences d'images plus élevées, jusqu'à 60 images par seconde. Et en résolution inférieure, on va pouvoir même filmer jusqu'à 120 images par seconde. En photo, on peut faire des prises en JPEG ou en DNG. En DNG, on va pouvoir être en 10 bits, alors qu'en JPEG, on sera en 8 bits. Donc en termes de résolution, on est similaire à un R2S. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir gérer donc l'ouverture de manière manuelle, de 2.8 jusqu'à f11. Et pour ça, on a différents modes. Soit on reste en mode automatique, ou soit on passe en mode pro. Et là, on va avoir différents paramètres, un peu comme un appareil photo ou une caméra vidéo. On va pouvoir choisir la priorité ouverture, la priorité obturateur, et donc gérer ces paramètres manuellement ou alors de façon semi-automatique. Je n'ai pas poussé les tests à bout parce que je n'avais pas de filtre ND, donc j'ai essentiellement filmé en mode automatique. J'ai testé le log, le HLG et le mode normal. En vidéo, le mode normal est assez saturé, je trouve. Le log, lui, est relativement facile à étalonner. Donc au niveau de la qualité d'image, que ce soit photo ou vidéo, on a un très bon piqué, je trouve. C'est vraiment une très bonne qualité. On a des contrastes assez marqués, mais ça encore une fois en fonction des modes de vol, du mode pro, du mode manuel, du mode auto, ou alors l'utilisation de filtre ND. Je pense qu'on arrivera, un photographe ou un vidéaste arrivera assez fin grâce à ce capteur. En revanche, je constate qu'il y a beaucoup de moiré ou de moirage, ces espèces de fourmillements qu'on peut voir sur des formes géométriques. Je trouve que c'est beaucoup plus présent que sur les drones type R2S ou Mavic 3. Et j'ai pas réussi à limiter en fait cet effet-là. Et je trouve que parfois c'est très marqué et un petit peu dérangeant. En ce qui concerne les différentes fonctionnalités, alors je vais vous parler de ce que j'ai pu tester. Parce que même s'il y a eu une mise à jour récente où on a des fonctionnalités qui sont arrivées qui n'étaient pas disponibles lors de la commercialisation de ce drone, j'ai pu tester donc la fonction tracking, mais elle offre des possibilités assez restreintes puisque actuellement on ne peut traquer qu'une seule personne, on ne peut pas traquer une voiture ou un véhicule. Donc il faut vraiment que ce soit une personne et on n'a que deux fonctions. On a la fonction follow où là le drone reste sur place, il traque la cible, donc une personne qui se déplace. Si on est en vélo, ça marche également, mais il faut qu'il reconnaisse une personne. Le drone va rester en statique et il va juste s'orienter, donc pivoter pour garder toujours la personne dans le cadrage. Et ensuite, on a la fonctionnalité suivi, où là, il suffit d'appuyer sur le follow. Et là, on va avoir un état différent. Le bouton va devenir plus clair. Et là, le drone va vous suivre. Alors au début, c'est un peu surprenant parce qu'il va venir se placer très proche de vous de manière assez rapide. Ça fait un peu peur. J'ai eu un peu peur d'ailleurs qu'il me percute. Mais en fait, il vient se placer très proche de vous et lorsque vous vous déplacez, il va vous suivre et vous pouvez éventuellement le piloter avec les manches pour le faire s'écarter, mais il aura toujours tendance à se rapprocher de vous et il vous suivra de dos essentiellement. Si vous faites demi-tour, si vous vous approchez donc face à lui, il va reculer, il va revenir se placer en arrière de vous. Donc c'est du suivi mais qui est relativement limité par rapport à ce qu'on connaît sur les drones DJI en termes de fonctionnalité. Ça reste quand même très limité actuellement, donc peut-être qu'il y aura des évolutions logicielles et ça va s'améliorer. Mais en l'état actuel, c'est du suivi, mais je dirais très basique. Et c'est un peu ce qui résume l'essai de ce EvoLite Plus, c'est que le drone en lui-même a des caractéristiques techniques très attrayantes. Physiquement, pour moi, c'est quelque chose d'assez robuste, d'assez fiable et de bien fini. Maintenant, au niveau logiciel, c'est un peu comme le Nano Plus, eh bien, on a une application qui n'est pas aboutie. On a des mises à jour qui arrivent 4, 5, voire 6 mois après la commercialisation. Il n'a pas toutes les fonctionnalités encore. Donc pour moi, ça c'est vraiment le plus gros point noir avec le signalement électronique. Ça fait 2 points négatifs pour moi pour utiliser ce drone en France. Et au niveau de l'application, elle est en anglais uniquement. On a tout ce qui est panorama, donc là ça fonctionne plutôt bien. On a également les fonctions QuickShot que j'avais détaillées déjà sur le Nano Plus, mais là donc ce sont les mêmes fonctionnalités au niveau des QuickShot. On a un mode portrait, là j'ai du mal à voir l'utilité de ce mode-là. Normalement c'est censé faire un flou d'arrière-plan lorsque vous prenez une prise de vue avec des personnes donc, qui l'identifient. On a également le mode hyperlapse qui est plutôt efficace. On peut le faire donc soit en orbite de manière donc circulaire autour d'un point donné, ou alors en manière libre. On a également un mode nuit, mais en France c'est très réglementé le vol de nuit, donc je n'ai pas testé ce mode-là.
Si vous voulez faire des prises de vue en mode pro en log, il va falloir passer déjà par le mode vidéo standard, cocher la fonctionnalité log et ensuite retourner dans le mode pro. Donc là, au niveau ergonomie d'usage, il va falloir s'habituer un petit peu à l'application. On a aussi un mode defog qui permet en situation un petit peu brumeuse, un petit peu laiteuse, d'augmenter la qualité vidéo. On a différents critères, donc on peut choisir. Mais ça permet justement d'avoir une image un petit peu plus nette, un petit peu plus flatteuse lorsqu'on est dans des situations un petit peu embuées, un petit peu brumeuses. Et on a également une fonction zoom, alors c'est un zoom numérique qui dégrade beaucoup. On peut zoomer jusqu'à 16 fois, mais alors là c'est très dégradé. En 4K, on peut zoomer jusqu'à 1,3 fois sans perte. Dès qu'on va zoomer un petit peu plus, eh bien là on va dégrader un petit peu l'image, mais ça permet de faire des plans complémentaires ou de voir plus précisément le point qu'on veut filmer ou prendre en photo avec un zoom et ensuite on peut repasser en mode normal. C'est relativement efficace, même si là encore on s'aperçoit en zoomant que le drone n'a pas une position toujours très fixe, très stable, même s'il n'y a pas énormément de vent. Eh bien on peut voir que petit à petit le drone finit par se décaler au fil du temps. Après, on a des fonctionnalités comme la détection d'obstacles devant-derrière qui marche plutôt bien, qui est assez efficace. On a une application donc, qui est assez riche au niveau des informations et bien disposée au niveau de l'écran. Personnellement, je trouve ça relativement agréable à l'usage. On peut désactiver en appuyant sur la détection d'obstacles en haut à droite. Comme les drones DJI, lorsqu'on est en mode sport, la détection d'obstacles devant-derrière n'est pas effective. On l'aura que en mode standard ou en mode smooth. On aura la détection d'obstacles en mode tracking, mais elle sera effective que devant puisqu'il n'y a pas de détection d'obstacles sur les côtés. J'ai testé à plusieurs reprises la fonction retour à la maison, donc avec la touche RTH de la radiocommande. Le drone revient instantanément, il n'y a pas de souci. En termes de précision d'atterrissage, il s'est toujours posé un tout petit peu à côté. Donc au niveau précision, on est bien, mais ça pourrait être encore amélioré. D'ailleurs, j'ai fait un ou deux passages sous des arbres à basse vitesse et j'ai eu instantanément au même endroit 2 fois de suite une couverture GPS faible alors qu'il y avait juste quelques branches. Et donc là, j'ai eu un petit peu peur de la réaction du drone. Visual positioning mode, Parce qu'il n'y a no pas de détection GPS d'obstacle positioning. au-dessus. Et je me Please suis fly dit, with s'il perd le caution. signal GPS, comment il va réagir? Et pourtant, la couverture n'était pas au-dessus de lui très intense. Donc je me dis qu'au niveau de la couverture GPS, il faudra quand même se méfier si vous voulez en situation un petit peu encombrée. J'ai d'ailleurs comparé la stabilité du R2S au Evo Lite Plus et on peut voir que le Lite Plus a une position relativement stable, mais qui n'est pas aussi figée que le R2S, donc il y avait un petit peu de vent. Et on remarque que le Lite Plus a tendance à varier en hauteur de manière assez importante, et ça je l'ai remarqué à plusieurs reprises. Donc là encore, on a un drone très efficace, mais on n'est pas au niveau d'un DJI. Au niveau de la portée de transmission, il est annoncé à 12 km en norme FCC et en norme CE, on est à 6 km. On a un retour vidéo relativement qualitatif. Lorsqu'on est à une distance inférieure à 1 km, on peut avoir un retour vidéo jusqu'à 2,7K. Et lorsqu'on est au-delà de cette distance-là, on va passer en 1080. De mon côté, en vol à vue, j'ai jamais eu de problème de retour vidéo. Une des différences par rapport à un drone DJI, c'est qu'on n'aura pas les mêmes no-fly zones. Elles sont répertoriées, mais elles ont l'air vraiment très restreintes. Alors, je n'ai pas essayé d'aller décoller dans une NFZ avec ce drone-là, mais on sera beaucoup moins limité avec ces no-fly zones qu'on pourrait l'être justement avec un drone DJI. Au niveau de la réglementation et de l'utilisation, donc comme ce n'est pas un drone qui est homologué CE, on évoluera en catégorie ouverte, en catégorie donc A3, à 150 mètres des habitations et interdiction de survol des personnes. Si vous avez le CATT ou si vous avez l'équivalent de l'examen A2, vous pourrez voler à 50 mètres des personnes, ce qui correspond globalement aux mêmes contraintes qu'un Mavic 3. Alors maintenant, mon ressenti par rapport à ce drone-là, je dirais qu'au niveau du budget, on est situé entre un R2S et un Mavic 3, puisqu'on est aux alentours de 1 500 € dans sa version donc Lite Plus en pack simple, avec une seule batterie. Donc c'est plus cher qu'un R2S, c'est moins cher qu'un Mavic 3. Maintenant, pour moi, il y a très peu de comparaison entre un Mavic 3 et un Lite Plus, ne serait-ce qu'à part la taille du capteur. En termes de qualité vidéo, je trouve qu'il y a une meilleure plage dynamique sur le Mavic 3. On n'a pas ces effets de moiré que je trouve présents donc, sur le Lite Plus. Et je trouve que surtout on a des fonctionnalités qui sont quand même plus fiables entre guillemets et plus abouties, même si ça a mis un petit peu de temps, sur le Mavic 3. Donc même si le Mavic 3 a un prix quand même plus élevé,
On a une très bonne qualité sur le Lite Plus, mais pour moi, le Mavic 3 reste bien au-dessus. Maintenant, c'est pour ça que je le comparerai plus au R2S, parce que on va dire qu'on a une qualité vidéo quasiment similaire. On a des beaux contrastes, hein, on a une très bonne qualité sur le Lite Plus. Mais le R2S est quand même moins cher, il pèse moins de 800 grammes et donc on n'a pas les problèmes de signalement électronique à distance. On a une fonction tracking de suivi qui est beaucoup plus efficace que ce drone-là. On a la détection d'obstacles qui pointe légèrement donc, vers le haut, donc qui a un spectre un petit peu plus large. Donc pour moi, on a quand même pas mal d'avantages sur un R2S par rapport à celui-là. Il faudra voir peut-être dans le temps si l'application évolue, mais en l'état actuel, pour moi, ça reste un petit peu cher par rapport à ce que c'est et par rapport à ce qu'on pourrait avoir en un peu moins cher avec un R2S. Donc certes, on a une bonne qualité photo, vidéo, mais ça ne fait pas le tout pour moi. Le tout, c'est tout ce qui est les fonctionnalités, la fiabilité du drone, sa stabilité en vol, toutes ces petites choses-là qui font qu'on a confiance en un drone. Et avec celui-là, et d'ailleurs c'est ce que je disais sur les Nano Plus, c'est que j'ai encore une fois l'impression d'être un petit peu bêta-testeur, c'est-à-dire que ceux qui ont acheté ce drone-là il y a déjà 3 ou 4 mois, eh bien ils viennent seulement d'avoir la fonction tracking qui n'est pas encore finalisée complètement. Donc pour moi, ça ne justifie pas le prix un petit peu élevé, tout en prenant en compte le fait qu'on ait la contrainte du signalement électronique à distance. Donc pour moi, ça fait quand même pas mal d'inconvénients qui font que je préfère largement voler avec un R2S, avec sa qualité vidéo et toutes ses fonctionnalités de vol. Et vraiment, si je devais choisir, sans prendre en compte le budget, eh bien, en termes de qualité photo, vidéo, je préfère encore une fois le Mavic 3. Parce que j'ai également rencontré quelques soucis au niveau de l'horizon, au niveau de la caméra. Parfois, donc, comme elle pivote lorsqu'il fait du suivi ou quand vous faites un vol en rotation, eh bien, il va jouer aussi avec l'angle horizontale de la caméra, mais parfois elle reste de manière horizontale et inclinée, et donc on n'a plus l'horizon. Et ça m'est arrivé plus d'une fois, et pas que en mode suivi, en mode film standard. Alors merci encore à Studio Sport de m'avoir prêté ce drone pour réaliser ce test. Je vous mets le lien dans la description avec la fiche technique pour avoir tous les détails sur ce drone. Si l'application évolue, peut-être j'aurai l'occasion de retester ce drone-là pour voir s'il y a eu des améliorations. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et d'ici là, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.